Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie et cette semaine, ma première vidéo sera consacrée à Les 1000 marches de John Grumpf, ou le Grumpf si vous préférez. Alors moi c'est avec on va dire encore un peu de nostalgie, mais aussi beaucoup on va dire d'amour et avec plein de très bons souvenirs, de souvenirs on va dire aussi bien drôles que surtout drôles, que je vais vous parler de ce jeu qui est donc paru aux éditions de John Doe en 2011. Ça commence déjà à dater, hein, il faut le dire. Car voilà, à la sortie, moi j'avais pris une petite claque. Bon, je l'ai jamais caché que j'étais très amoureux, on va dire, des univers, des multi-univers justement, du multi-univers. Et Mine March était vraiment, on va dire, un jeu cible pour moi. Et il était aussi bien cible en termes d'univers et de liberté, on va dire, narrative, puisqu'il permet donc, comme son sous-titre l'indique, de jouer donc des aventures romanesques et merveilleuses. Donc on va jouer déjà des aventures, donc on est dans un style, on va dire, plutôt héroïque, où on aura donc des personnages qui seront au centre, vraiment on va dire, les acteurs centrales de l'histoire. On vivra évidemment des choses extrêmement rocambolesques et on aura sa dose, on va dire, de merveilleux, donc d'étonnement, d'émerveillement, on va dire de découverte à travers, on va dire, donc ce multi-univers qui, on va dire, nous est proposé dans ce livre. Donc c'est un livre, pour ce qui est du bouquin de base, qui fait 190 pages. Alors de nos jours, il est pas facile à trouver. La gamme, malheureusement, s'est arrêtée avec un seul supplément, donc qui comprenait l'écran et une marche en tout cas qui était décrite, qui est Storm Chaser. J'y reviendrai. Mais avant tout, on va dire, il se démarque, les 1000 marches, pas seulement par son multi-univers extrêmement libre, c'est-à-dire que, on va dire, à partir d'une base cosmologique qui vous est décrite de manière très synthétique et très claire dans les premières pages du livre, c'est-à-dire les 40 premières pages. 40 premières pages, vous avez en fait les fondements de l'univers, c'est-à-dire les fondements du multi-univers, l'univers des marches, justement. Voilà. Et après, vous avez, on va dire, la description d'une des premières marches, entre guillemets, donc Europa, qui, bon, je dois l'avouer, j'y reviendrai, mais ne m'a pas vraiment convaincu dans sa manière enfin voilà, c'est pas, c'est pas le genre d'univers, en tout cas, qui moi, m'intéresse, on va dire, à faire jouer dedans. C'est une utopie, on va dire, qui est trop marquée. Voilà. Et juste après, en fait, ce chapitre, on a la description donc d'un système qui est on est déjà dans une annexe en fait, qui est donc le système ShipTales. ShipTales, c'est un système qui a été développé pour, on va dire, un jeu en particulier au départ, qui est le jeu donc Barbarians of Lemuria, qui sera d'ailleurs l'objet de ma seconde vidéo, que je vous conseille évidemment de regarder. Et ShipTales, donc c'est bel et bien un système complet pour jouer donc des aventures, on va dire d'action, on va dire pulp, et également avec plus ou moins matinée de surnaturel. Et justement, le Grumpf a fait paraître le système en question de manière indépendante, c'est-à-dire que aujourd'hui, même si vous ne trouvez pas 1000 marches, vous pouvez quand même trouver le système de jeu complet pour 10 €, donc dans la gamme Chibi. Et eh ben, c'est une véritable réussite, et j'y reviendrai. Donc, les 1000 marches, pour ce qui est en tout cas de l'univers. Parce que je vais surtout en fait vous parler également du système, parce que l'innovation, la vraie, elle vient, on va dire, dans le système, et aussi dans tous ces petits sous-systèmes qui sont des véritables petits bijoux, comment dire, pour agrémenter la narration et vraiment donner le caractère que l'on veut aux parties de 1000 marches, et même à vos parties, on va dire, de manière générale, de jeux d'aventure romanesque, pulp, action, etc. C'est-à-dire donc le système ShipTales. Alors, déjà donc le bouquin, moi je le trouve plutôt beau. Voilà, le style du Grumpf, qui est un style donc voilà assez vitrail, me fait un petit peu penser au tarot de Mage, le tout premier. On était vraiment là-dedans. Donc d'ailleurs on a les lames du tarot hein, qui sont déclinées au fil des pages. Et donc on a vraiment une description, voilà, au tout début, donc du multivers, enfin des concepts généraux du multivers dans l'introduction, ce que sont des aventures romanesques,
et on nous explique, on va dire, comment évidemment utiliser le livre. Bon, ça, c'est assez classique. D'ailleurs, est-ce qu'il y a... non, il n'y a pas d'explication de ce qu'est le jeu de rôle, mais je crois que la chose doit être, d'une manière ou d'une autre, décrite dans le... quelque part ailleurs dans le jeu. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce qu'il n'y ait pas de... Je viens de m'en apercevoir, j'étais persuadé qu'il y avait une explication de ce qu'était le jeu de rôle. Donc on nous explique déjà ce qu'est donc le multivers, donc la tellure, avec donc tous ces acteurs, donc les élémentaires, les esprits, les architectes, le visiteur, les dieux anciens, les trois humanités. Donc ça, c'est tout le contexte en fait que vous pouvez utiliser dans on va dire, le contexte des 1000 marches, mais c'est vraiment un contexte très très lointain et qui peut, on va dire, transparaître de temps en temps dans vos aventures, mais c'est pas une obligation en fait. C'est juste que vous, en tant que MJ, vous avez vraiment un univers cohérent qui a sa justification, qui a, on va dire, tous ses piliers, et après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, on nous donne une chronologie sommaire de l'univers, donc qui part donc de plusieurs milliards d'années, voilà, la création de la Terre, jusqu'à donc il y a voilà, jusqu'en 1521. Voilà, donc évidemment c'est très inspiré par la littérature du 19e siècle. Donc voilà, il y a un aspect vraiment très 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 vernien un petit peu sur pas mal d'aspects, mais bon, aussi une grosse dose, on va dire, de fantasy, donc c'est un peu d'une certaine manière un peu de la steampunk fantasy, mais bon, on va dire c'est pas aussi clair que ça à cataloguer, et moi je trouve que voilà, il y a des inspirations très diverses qui permettent donc d'avoir en tout cas un univers extrêmement ouvert, et c'est ça qui est le plus intéressant là-dedans. Donc après on nous décrit les brumes, les marches justement, les différents concepts, donc voilà, les univers les transversales, etc., les axiomes et les différents donc peuples, donc l'Arcadie, voilà, donc les silhouettes justement, donc les protagonistes importants dans ces concepts d'univers, donc avec les humains justement, les chimères, c'est donc les habitants justement des fameuses brumes, les fameux lunaires, les primaires, les puissances, etc. Donc j'en dévoile pas plus parce que bon, c'est vraiment un contexte qui normalement, voilà, il est décrit d'entrée. C'est ça qui est bien, c'est qu'au moins on n'a pas besoin d'attendre un bouquin des secrets pendant des années, parce que techniquement tous les concepts, on va dire, essentiels sont là. Et donc voilà, donc le chapitre évidemment n'est pas forcément à lire par les PJ, évidemment. Donc voilà, on a aussi les descriptions évidemment des démons, des fées, parce qu'il y a donc tout un aspect féerique évidemment qui est très important dans l'univers, les clandestins, les immortels. Voilà, moi ça me rappelle plein de petites choses, mais bon, j'avoue que le contexte, comme je ne l'utilisais que de manière très détournée, ça redevient assez flou. L'important à savoir, c'est que donc vous avez un univers qui est vraiment structuré à partir donc d'une terre centrale qui d'une certaine manière a des déclinaisons qu'on appelle donc justement les marches. C'était on va dire, c'est des concepts qui existaient déjà dans d'autres jeux de rôle multi-univers. Hein. Enfin, le premier concept de marche qui était un petit peu différent, mais qui s'y apparentait tout de même, ça avait été développé dans Innomine Satanis. Hein. Mais voilà, là on a quand même quelque chose de plus vaste, on va dire, qui n'est pas limité qu'à la Terre. Et donc il y a évidemment des conflits de puissance supérieure entre ces différentes marches pour le contrôle de ces univers. Et nous, on va être pris là-dedans. Et c'est moi le parti pris que j'ai opéré, on va dire, quand justement j'ai joué là-dedans. C'est que bah, j'ai pris un peu le postulat, le, on va dire la contrainte entre guillemets, enfin, j'appelle pas ça vraiment une contrainte, mais on va dire le principe narratif de leur faire découvrir en fait un univers à chaque séance. Et donc ils passent en fait dans une marche un peu à la manière de Sliders, et ils ont une aventure à vivre avant, on va dire, d'être transportés, ils ne savent pas pourquoi, dans la marche suivante. C'est ce que j'ai fait dans ma première campagne, donc j'ai dû jouer dans les années 2012-2013, avec ma première équipe, le fameux Commando Zob, comme on l'appelait, parce que bon, bah, eux, voilà,
ils avaient pas de plan, donc ils y allaient à la zob, comme on disait vulgairement. Et du coup, c'est devenu le Commando Zob. Donc on avait joué quand même au moins 5 6 séances, on va dire, voilà, qui étaient liées toutes avec le même groupe qui continuait à réaliser des objectifs dans une marche et qui basculait de marche en marche. Et après, j'ai repris ce concept-là quand j'ai fait, on va dire, une nouvelle petite campagne. Il y a bon, ça doit dater de 2 ans. C'était avant l'effondrement, si je puis dire. Et donc, j'ai dû faire 2 3 séances. Donc voilà, avec donc au niveau des univers, ce que j'ai fait, je vais vous en parler un petit peu parce que voilà, ça vous donnera un peu l'idée, on va dire, de ce qu'on peut faire justement avec les 1000 marches. C'est que moi, vraiment, j'ai fait feu de tout bois et j'ai vraiment voulu faire des aventures vraiment dans les univers que je trouvais les plus pertinents. Donc j'ai fait, ouais, voilà, j'ai fait 7 9 9 10, j'ai fait une dizaine, ouais, de scénarios. Donc voilà, le premier c'était un univers steampunk assez sombre que j'avais appelé Gangrenage, voilà, avec on va dire des êtres mécaniques justement, parce que la chair humaine, on va dire, était ne pouvait plus, on va dire, ou quasiment plus subsister à cause justement d'une gangrène qui est une maladie qui prenait pied, on va dire, dans chaque individu, et donc ils étaient obligés de remplacer leur corps de chair par des corps mécaniques, à part certaines personnes qui eux étaient immunisées et qui étaient évidemment recherchées pour trouver une solution. Le deuxième, donc, c'était Aquemundus, donc c'est un monde évidemment d'eau, un peu à la Waterworld. Le troisième, donc, c'était la quête draconique, donc là c'était un monde Medfan assez classique. Le quatrième conte, c'était la Grande Guerre, donc là je leur ai fait une aventure pendant la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale, où ils étaient sur le front, on va dire, du côté de Reims, justement, puisqu'on jouait à Reims à l'époque, puisque j'étais rémois à l'époque, et donc ils devaient justement essayer de faire basculer la guerre. Donc c'était une sorte de commando, donc des alliés qui devaient aider on va dire, à précipiter la défaite donc allemande. Le sixième, donc c'était Aquarius. Donc là, c'était un monde, c'est mon monde en fait, cyberpunk que j'avais inventé il y a très 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 longtemps, que j'ai pratiqué surtout, bah, je l'ai développé, on va dire, pour ma campagne d'Ambre il y a très très longtemps, et donc je l'avais réutilisé. Le septième, donc c'était Ice Age, donc là c'était, on va dire, très inspiré, on va dire, par le transpersonnage. Le huitième, Dream Hackers. Donc là, je m'étais inspiré de la série sur Amazon Prime, qui étaient en fait les Cadic Dreams, si mes souvenirs sont bons, Philippe Cadic Dreams, où il y avait vraiment pas mal de séquences en fait de monde de SF. Il y en avait un qui m'avait vraiment particulièrement, donc je ne spoilerai pas, voilà, et donc ça m'avait permis de faire donc ce Dream Hackers, qui était donc un univers où il y avait donc, oui, donc celui-là, c'était déjà, comment dire, l'hommage à Inception que j'avais fait, et après donc The Factory, donc le neuvième conte, où là c'était inspiré, on va dire, de cet épisode on va dire, de la série, donc sur les Cadic Dreams. Voilà, c'était dans cet ordre-là. Et après, donc le dernier qui devait être prévu, donc c'était Woodring, où c'était un monde qui était lui inspiré d'un des mondes inventés par Philippe José Farmer dans le contexte donc de Toan. Voilà. Donc vous voyez, j'avais fait quand même vraiment pas mal de choses à partir de là. J'avais vraiment à chaque fois inventé un nouvel univers en même temps que j'inventais on va dire, une aventure qui se passait dans cet univers. Et donc il y a vraiment possibilité de faire tout ce que vous voulez de manière complètement libre, en tout cas, et c'est ça qui est vraiment la force du jeu. Donc comme je le disais, après le contexte général, on a la première marche qui nous est comptée, c'est-à-dire donc Europa. Europa, donc c'est une utopie donc qui est en Europe, qui est, on va dire, entre le Luxembourg,
comment dire, les Pays-Bas, un peu l'Allemagne, etc. Et donc une utopie évidemment un peu techno-fantasy. Euh, qui moi on va dire le monde en lui-même m'a semblé un petit peu trop on va dire utopiste à mon goût et pourtant bon il l'est pas tant que ça. Donc ça c'est décrit sur Europa sur une douzaine de pages. Donc voilà, c'est un contexte de base que vous pouvez utiliser et surtout il est important parce que ben, il y a la campagne qui va juste après et qui se passe justement en Europa que moi je n'ai pas joué. Pareil, voilà, j'ai préféré vraiment ma liberté, si je puis dire. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'avoir le livre de base, vous avez donc une énorme campagne donc qui va de la page 94 jusqu'à la page jusqu'à la fin du bouquin, hein, plus vraiment et simplement. Donc c'est une campagne qui doit faire 80 pages, qui est énorme. Hein, où donc voilà, on vous montre, on va dire malgré tout, de belle manière les possibilités du jeu, avec des conseils assez didactiques, hein, des encarts qui vous permettent de mettre en scène et d'utiliser justement les outils dont je vais vous parler par rapport au système. Et ça c'est bien fait. Ça c'est on va dire dans la volonté du Grumpf toujours d'avoir un côté extrêmement clair, extrêmement pédagogique dans toute son œuvre. Hein. On le voit dans toute la gamme Chibi, quel que soit le système, quel que soit on va dire le monde dans lequel il nous plonge. Il y a toujours, on va dire, une volonté vraiment de très clairement poser ses bases, poser ses concepts, d'offrir un système de jeu dont on voit comment dire qu'il y a à chaque fois des spécificités narratives et ludiques qui sont mêlées et qui permettent, on va dire, d'obtenir réellement l'objectif qu'il a mis en place, qu'il s'est donné pour justement arriver à ses fins. Et ça, on va dire, c'est toujours, on va dire, une bonne chose. Alors pour ce qui est du système, le système, lui, il est décrit donc au milieu du bouquin en quelque chose comme 40 pages, hein, tout simplement. En 40 pages, donc, vous avez le système Chiptail qui vous est donné. Donc, le voici. Alors, je vais vous montrer avec une feuille de personnage que j'ai fait éditer. Donc, voilà, c'est une feuille double. Mais en fait, la partie personnage, elle tient vraiment en une demi-page. La deuxième partie, celle-ci, c'est uniquement le rappel on va dire des mécaniques de ce qu'on appelle donc l'héroïsme les prouesses et les risques. Vous avez des points d'héroïsme qui vont vous permettre d'avoir des, des effets particuliers et également la possibilité donc de faire dans le système de jeu de dire j'aimerais on va dire réaliser telle prouesse mais en échange je vais prendre un risque si jamais je foire où j'accepte on va dire d'avoir une sorte de on va dire de contrepartie qui va on va dire avoir un impact réel parce qu'en plus là c'est le joueur qui l'aura choisi. Alors le système à la base il est très très simple. On a donc des qualités, des ressources, des apprentissages. Donc on peut faire un jet en ajoutant qualité plus ressources ou qualité plus apprentissage, je crois. Voire ressources plus apprentissage, ça doit être possible. Donc on a des atouts également qui nous donnent des pouvoirs particuliers. Donc en particulier pour la magie, par exemple, si on veut pratiquer la magie, qui est un système freeform d'ailleurs, qui est bien fichu, hein, franchement. Les joueurs pouvaient très largement en abuser, ils en ont jamais trop abusé, je trouve, parce que ça pouvait vraiment être abominable. Parce que si on n'est pas trop contraignant, si vraiment ils ont le temps, comment dire, de faire leur magie, ça peut vraiment être très très puissant. Et donc le principe, on a des valeurs qui peuvent être donc de négatifs, de -2 jusqu'à +2, +3. Bon, ça peut aller au-delà, mais bon, rarement quand même au-delà de +3, hein, ça devient quand même assez rare. On ajoute donc ces bonus-là, donc qualité plus ressources ou qualité plus apprentissage, ressources plus apprentissage. Et ça nous donne un bonus et on rajoute 2d6 et si on fait techniquement donc supérieur ou égal à 9, on réussit son action. Tout simplement. Après, évidemment, il peut y avoir un malus de circonstance qui va retirer, on va dire, au jet de dés plus bonus qu'on va réaliser et on va du coup toujours voir si on arrive à atteindre ce seuil de 9. Voilà.
Donc ça, c'est pour vraiment les choses, on va dire, de base. Donc on a des points de vie et des points de pouvoir. Donc les points de vie, évidemment, bah, vous le comprendrez, c'est vos points de vie, c'est votre compteur, on va dire, de santé, qui va vous indiquer si oui ou non bah, vous êtes encore en vie. Bon, alors les personnages vraiment dans le système sont très difficilement tuables, il faut vraiment le vouloir pour voilà, parce que même quand on est réduit à 0 PV, on peut quand même avoir une sorte de comme dans le dans pas mal de systèmes, une sorte de comment ça s'appelle déjà dans des D5, bah, une sorte de relan quoi en fait de regain d'énergie qui vous permet voilà de revenir, mais bon, contre une blessure grave. Et donc c'est si vraiment on subit une deuxième blessure grave que là notre personnage est vraiment en danger de mort. Donc on a quand même de quoi faire des choses. Et donc on a les points d'héroïsme. Donc si on fait un one shot, on nous dit 5 points, et si on fait une campagne, c'est 15 points. Alors faites bien attention justement à vos points d'héroïsme. Bon, le MJ évidemment, si vous faites des actions qui vont compter, qui vont être, on va dire, dans l'esprit héroïque, dans l'esprit de ces aventures romanesques, il va vous en redonner évidemment. Mais voilà, ça, normalement, il faut être assez parcimonieux pour quand même ne pas trop déséquilibrer le jeu. Donc les qualités en question, donc vigueur, esprit, agilité, chance, voilà. Donc vous avez à peu près toutes les choses. Donc pour les actions physiques qui demandent, on va dire, de la vitesse, de la précision, agilité, esprit. Esprit, on l'utilisera assez beaucoup quand même hein, dans la chose, dans les jets de dés. Enfin, de moins de mon avis. C'est vraiment souvent esprit qu'on utilise, mais bon, ça après, c'est fonction évidemment de la manière dont vous voyez les choses. Vigueur évidemment, bah, ça va être pour toutes les actions de force, de résistance physique, etc. Et la chance évidemment, bah, comme son nom l'indique, parce que vous êtes chanceux. Pour ce qui est des ressources, donc il y a l'adrénaline, donc là c'est pour faire des actions, on va dire sous l'effet du stress, de la, on va dire de l'impulsivité d'une certaine manière, voilà, pour résister à la fatigue, voilà, pour montrer, pour accomplir des tâches de manière rapide et quand on est, on va dire, pressé par le temps. La vaillance, donc ça va être votre courage évidemment, donc on va l'utiliser beaucoup en combat. Donc ça va être la ressource qu'on va utiliser quand on va vouloir attaquer au corps à corps, etc. Concentration, donc là ça va être plus pour le pilotage, cibler, comment dire quelque chose, et éveil, ça va être donc plus évidemment pour esquiver, pour repérer un ennemi qui s'embusque, etc. Donc là, tout ça c'est correctement décrit. Après, on a les apprentissages qui correspondent donc d'une certaine manière à des métiers. De manière générale, c'est vraiment des métiers, des techniques, des choses particulières. C'est vous avez appris quelque chose et cette chose va vous aider évidemment. Et ils sont associés, ce qu'on appelle donc les aspects, qui sont choisis librement et qui associent en fait votre apprentissage donc à une valeur morale politique, à un comportement réflexe, à une qualité personnelle, à une spécialité, un savoir-faire spécifique, c'est comme une spécialisation justement, à une relation intime avec une personne, à une réputation particulière, etc. Et donc ça, on va les utiliser en jeu justement pour, on va dire, voir si l'apprentissage va être réellement de grand secours et va donner peut-être un avantage particulier dans certaines situations, ou si justement il va nous être, on va dire, un peu s'il va y avoir une contrepartie à son utilisation, parce que bah, cet apprentissage, on va dire, est secret, ne doit pas... enfin, il peut y avoir énormément de choses, hein, mais c'est un moteur, on va dire, un moteur narratif, en tout cas, qui est prévu dans le jeu. Donc après, on a les atouts. Donc les atouts, il y en a très peu, mais bon, c'est surtout, comme je vous disais, bah, est-ce que la personne a plus de points de vie? Est-ce qu'elle a plus de points de pouvoir pour faire sa magie, etc. etc. Donc les points d'héroïsme, j'y suis venu. Et donc après, on a donc les mécaniques de jeu, donc ça j'y suis déjà, donc avec les géants aussi en opposition hein, qu'on peut faire. Ça c'est assez classique. Donc une fois qu'on a réussi son action, ben, chaque on va dire arme a on va dire un nombre de dégâts. Et il peut y avoir des bonus en fonction évidemment de si on a certaines qualités ou dans certaines situations. Voilà, donc ça, le système de magie, comme je vous disais, un système freeform où donc bah, on va devoir dépenser des points de pouvoir et donc en fonction du niveau de sort, de ce qu'on appelle les cercles de pouvoir, bah, on va devoir plus ou moins, on va dire, risquer de perdre, on va dire, les points de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, on mise
juste avant de faire son sort, on mise un certain nombre de points de pouvoir. Et donc, voilà, on canalise en fait, on risque de canaliser une partie de ces points de pouvoir en fonction du niveau de sort que l'on veut réaliser, des circonstances, etc. Et donc, en fait, on ne va perdre les points de pouvoir réellement que si on rate en fait son jet. Parce qu'on n'a pas réussi en fait correctement à canaliser. Donc, en clair, c'est un peu comme si on faisait une sorte de pari, quoi. Je trouve que au niveau de l'idée, c'est pas mal. Ce qui veut dire que donc, tant que ça passe, mais si ça passe pas, bah, vous allez être à sec très rapidement et puis pouvoir faire de la magie. Donc on est, on va dire, plus dans cet esprit-là. Moi, c'est tel que je l'ai compris. Voilà l'utilisation des talents. Et après, donc, les fameux musards, donc les mécaniques universelles de simulation d'aventure romanesque. Et ben voilà, là on a vraiment l'atout majeur du jeu, c'est-à-dire l'utilisation vraiment d'outils qui vont nous permettre de résoudre et de donner, on va dire, des péripéties pour, on va dire, énormément donc voilà, en plus, c'est un système qui est vraiment décrit en quelques pages. Mais je trouve que c'est tellement inspirant. Voilà, donc ça va de la page 82 jusqu'à. Voilà, en 12 pages, en fait, on vous décrit donc voilà, les artefacts et grands travaux, le jeu des péripéties, voyage et exploration, le jeu des arènes, qui est le plus. Voilà, les poursuites, et arnaque et intrusion. Voilà, ben, ces quatre systèmes-là, ben, franchement, ça donne l'intérêt à tout le système et ça lui donne vraiment sa couleur. Donc là, évidemment, il va falloir utiliser des cartes. Alors, ce qui était, on va dire, ce qui avait été rajouté, donc je vous en parle, parce que justement, je les utilise. Donc, il y a des cartes dites de destinée que vous pouvez, on va dire, voilà, dans ce style-là. Donc, moi, je les ai pochetées pour que ce soit plus facile d'emploi. Et donc, en fait, c'est une sorte de cartes de destinée qui, elles, sont issues de Barbarian of Lemuria. Donc, elles étaient parues pour les 1000 marches. Il fallait donc les imprimer, les découper amoureusement et les faire soi-même. Et j'ai rajouté justement celles qui sont issues de Barbarian of Lemuria. Ce qui fait que j'ai fait un jeu commun, en fait, parce que, bon, concrètement, alors il y a des choses qui sont spécifiques à Barbarian of Lemuria au niveau mais c'est très facilement, on va dire, adaptable à vos situations de jeu. Et donc vous donnez en clair une carte comme ça à vos PJ d'entrée. Et ça va leur donner donc des petits bonus. Donc voilà, rage meurtrière. Donc le héros récupère la totalité de ses points de vitalité. Cette carte peut être utilisée sur un autre personnage. Et cette carte ne peut être utilisée si le score de vitalité de la cible est négatif. Donc vous avez ce genre de choses là. Vous avez confession, donc un PNJ interrogé par vos soins révèle ce qu'il sait mais meurt à la suite de votre entretien. Voilà, c'est dit toujours en plus avec beaucoup de pudeur. Chance insolente, voilà, un échec est immédiatement transformé en succès. Il s'agit alors d'un succès normal qui peut être transformé en succès héroïque par l'utilisation de points d'héroïsme. Oui, on peut, en utilisant des points d'héroïsme, transformer, on va dire, ses chances de succès. Voilà, en allant d'un succès normal à un succès héroïque. Si on faisait un critique, quoi, c'est-à-dire un double 6 dans le système de jeu. Sacrifice, vous encaissez les dégâts destinés à un autre personnage, qu'il s'agisse d'un PJ ou d'un PNJ. Voilà, donc vous avez plein de ces petits effets. Moi, donc déjà, je leur en donnais une chacun. Mais en plus, on avait donc les fameux musards plus classiques, donc qui là étaient désignés par des jeux de cartes. Alors j'en ai deux à vous présenter que j'avais fait pour l'occasion, ceux-là je les ai pas pochetés. Donc qui est le jeu, on va dire, des arènes, que j'ai eu un peu plus de mal à mettre en œuvre, hein, parce qu'il faut vraiment... voilà, et le jeu, on va dire, des péripéties. Alors, les fameux dans le détail. Donc on a déjà artefacts et grands travaux, c'est-à-dire qu'on a un système qui permet en fait de gérer quand les personnages vont fabriquer un objet d'exception ou vont réaliser, on va dire, une construction. Donc là, ils nous disent, donc le Grumpf nous explique purement et simplement comment gérer cela en termes de jeu sur une page, tout simplement. Donc voilà, c'est tout simplement, on va dire, comme il veut, en tout cas que de base ce ne soit pas, on va dire, une procédure complexe. Donc on nous propose évidemment des points d'héroïsme, voir si on lui donne des qualités ou des défauts. On nous dit, bah voilà, ça coûtera, comment dire, tant. Et bon,
Ça, c'est, on va dire, c'est le plus simple, on va dire, à mettre en œuvre. J'ai jamais eu à l'utiliser parce que comme c'est un groupe évidemment qui bouge, ils n'avaient pas vraiment l'occasion de pouvoir faire ce genre de choses. Le jeu des péripéties, voyage et exploration. Donc là, par contre, on est plus sur quelque chose qui est plus facilement, en tout cas, utilisable. Donc là, techniquement, quand ils vont avoir un voyage à faire ou une exploration, on a donc un petit jeu de cartes comme ceci. Donc vous voyez, avec marqué danger. Et donc on a plein de petites cartes comme ça qu'on va lancer. Donc hostile, contact. Voilà, on a plein de petits mots clés. Voilà, ceux qui se souviennent un peu du système, enfin d'Oltré, que je traiterai dans une prochaine vidéo sûrement. Eh ben, vous verrez que voilà, il y avait déjà, comment dire, un peu cette idée-là qui était préfigurée là-dedans. Donc voilà, hostile en vue, donc contournement, engagement, surveillance, stratégie. Donc à chaque fois, c'est des mots-clés. Et à partir de ces mots-clés, enfin, on va créer des péripéties pour les voyages et l'exploration. C'est simple comme bonjour. On pioche une carte à chaque étape, entre guillemets, du voyage. Et on va essayer de broder, comment dire, autour justement de cette carte. Est-ce que c'est les joueurs qui vont décider, et c'est eux qui vont décider de ce qu'ils vont rencontrer, de la manière dont ils vont contourner l'obstacle, ou est-ce que c'est le meneur de jeu? Il y a aussi une carte où c'est le meneur de jeu qui reprend la main, et c'est lui qui dit, bah voilà, moi j'ai prévu telle rencontre, et c'est eux qui la font. Alors sachant qu'il y a un système similaire qui existe, sur le même principe de péripéties, pas seulement pour les voyages, mais aussi pour, on va dire, les soirées, les balles, on va dire, les rencontres un peu d'intrigants, etc. Et donc ça, voilà, il y a un jeu alternatif qui existe aussi dans l'ambiance, voilà, bah, vous allez en fait dans une soirée où il y a plein de PNJ, plein de choses, et est-ce qu'il va y avoir donc justement des rebondissements au cours de la soirée, des sortes d'events de performance ou des retournements de situation propres justement aux histoires romanesques. Alors, le jeu permet de le gérer. Voilà. Et donc, le jeu des arènes, pour rendre le combat plus dynamique. Alors là, c'est un autre jeu. Donc celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que faut vraiment, comment dire, dans ce cas-là, avoir presque avoir prévu quasiment sa scène de combat et donc l'imposer quelque peu parce que ça demande beaucoup de préparation. Et donc en fait, on va tout simplement tirer des cartes pour savoir quelles sont en fait les spécificités du terrain, comment on va dire les joueurs eux vont pouvoir utiliser on va dire ces spécificités du terrain pour avoir un avantage. Donc voilà, on a par exemple passage secret, un passage se libère ou s'ouvre soudainement vers une arène adjacente complètement nouvelle et non prévue par un adversaire. Donc là, techniquement, ça veut dire en utilisant cette carte, le joueur va justement aller en duel dans un endroit, on va dire, seulement pour deux adversaires. Si vous voyez dans les films, voilà, il y a un combat, une mêlée générale, et donc le fait qu'ils se battent, ça va les emmener parce que voilà, il y en a un qui a traversé un mur, qui est tombé dans un trou, qui est je sais pas quoi, et il va se retrouver, on va dire, en face à face avec un seul adversaire dans un endroit où ils seront, on va dire, vraiment pour un véritable duel. Donc passage rapide, changement, cascade, forcé, brèche, donc une zone périphérique de l'arène s'ouvre, s'effondre et s'écroule, ouvrant un passage direct vers une autre arène. Voilà, donc il y avait ça aussi dont je vous parlais. Il y a un peu la même, voilà, c'était brèche. Passage secret, c'est un peu une variante en fait. Otage. Un passant imprudent se retrouve donc dans la bagarre et chacun tente de ne pas le frapper. Voilà, donc là, il y a un otage qui complique quelque peu le combat, danger, abri. Le personnage trouve un endroit de l'arène à l'abri de toute attaque à distance. Donc ce qu'ils appellent arène, en fait, tout simplement, c'est le lieu du combat, dans cette optique-là. Donc là, ça permet vraiment d'ajouter aussi des détails et des péripéties à tout ce système, ce qui est plutôt pas mal également, mais surtout celui qui est vraiment le plus intéressant. Donc le système de poursuite, filature et combat, ça marche un petit peu aussi comme le système de péripéties, hein. Donc on peut trouver également, on va dire, mettre des événements en fait. Voilà, va y avoir une grand-mère qui traverse la rue, une femme avec son enfant dans une poussette qui va on va dire falloir retirer du terrain pour éviter que l'un des ennemis qui a fait un écart
ne la renverse, etc. Vous avez, on va dire, tout ce genre de choses qui est aussi pilotable, on va dire, avec le même genre de principe à la base. Donc, c'est-à-dire des cartes à tirer et à jouer par le MJ, par les joueurs. Après, voilà, c'est vous qui voyez la manière. Donc généralement, normalement, je crois que c'est les joueurs hein, qui ont la main dessus, ou le MJ, ça dépend des circonstances. Et donc, le système que moi j'ai trouvé vraiment le plus intéressant, qui devrait concrètement exister quasiment dans tous les jeux où, on va dire, il y a des plans qui doivent être mis à exécution par les joueurs. Ce qui est la très grosse difficulté, c'est que voilà, vous avez un plan, bah, lui le MJ il est au courant, donc évidemment il va vous mettre des embûches et vous allez être ennuyé, on va dire, par et donc tout bon plan en fait peut être complètement battu en brèche juste parce que le MJ qui a écouté votre plan bah, va avoir trouvé la parade pour que vous échouiez. C'est dur à dire. Donc arnaque, intrusion, des plans subtils et leurs exécutions. Et donc là, on considère que les personnes font des préparations avant le plan, et donc en faisant ces préparations, ils vont avoir donc des points. Et ces points, en fait, ils vont les dépenser quand ils vont être face, on va dire, à un écueil, à un problème, comment dire, pendant l'exécution de leur plan. Donc là, ça fait vraiment très, voilà, Ocean Eleven, par exemple, où donc, ben, en fait, on pense qu'il y avait un truc qu'ils n'avaient pas prévu, mais si, ils avaient prévu, si, regardez, ils avaient fait, en fait, une préparation avant, en fin de compte, le vigile, comment dire, qui leur tombe dessus, ben non, en fait, c'était un ami qui leur devait un petit service, et il les laisse passer, voilà, et donc ça, on dépense des points. Il y avait, on va dire, une serrure qui était vraiment abominable et tout, mais comment faire pour la... Bah, en fait, ils avaient avant chopé, comment dire, un outil, un matériel qui leur permettait justement d'ouvrir le coffre pour accéder, on va dire, à l'objet tant convoité qu'ils avaient envie de voler, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le point intéressant du système de jeu qui permet, on va dire, vraiment d'entrer dans cette... dans tout l'esprit, on va dire, dans lequel a été écrit vraiment le système de jeu. Et moi je trouve que voilà, c'est une réussite en tout cas, même si bon, je ne l'ai pas utilisé tout le temps. Le système de base est très largement suffisant hein, quand même pour rendre, on va dire, le côté héroïque, par les points d'héroïsme d'abord, par justement le système dans les combats de prouesse et risque. Hein. Donc voilà, je veux avoir un effet particulier, mais en échange, si jamais je foire, eh ben, j'ai un risque, ou je prends, comment dire, le risque dans la poire pour être sûr, comment dire, d'avoir ma prouesse, etc. Voilà. Donc, la gamme 1000 marches, elle était complétée par un écran. Donc moi, l'écran que je trouvais plutôt sympathique. Donc là, il y avait la jaquette de présentation. Donc voilà à quoi ressemblait l'écran, donc dessiné par le Grumpf. Donc voilà, on est vraiment dans cet esprit scène de théâtre, voilà, avec plein de personnages, un peu comédie humaine, avec donc tous les tableaux. Et donc rien qu'avec ça, vous avez largement de quoi maîtriser. Et il y a les renvois de pages en plus au niveau de l'écran pour pouvoir aller dans le bouquin de règles, revérifier la chose. Mais bon, le système est tellement, on va dire, synthétique et concis que généralement vous n'aurez pas plus besoin que de l'écran pour maîtriser. Si vous arrivez à le trouver, ce qui n'est pas forcément évident. Et donc l'écran était accompagné d'un premier livre d'univers, donc Storm Chaser, qui est un univers donc années 20, prohibition américaine, mais bon évidemment aussi avec un petit côté très, très pulp, avec évidemment aussi du surnaturel, des êtres anthropomorphes, des animaux anthropomorphes. Voilà, vraiment un côté pulp entre deux guerres qui est plutôt sympathique. Moi, j'y ai jamais pour l'instant fait jouer. Mais bon, si vraiment vous voulez être dans cette ambiance un peu de film pulp, d'aventure, un peu noir aussi, on peut aussi entrer dans cette. Voilà, avec des vieilles conspirations mondiales. On est très, très Indiana Jones en fait. Et donc, on vous propose en fait, justement, normalement, alors je crois que c'est de faire partie des fameux, justement, voilà, les Roaring Twenties, donc les années 20, on va dire, rugissantes, si je puis dire. C'est tel qu'il est décrit en termes de, on va dire, de couleur d'univers. Et donc l'action donc The Way se déroule entre 1925 et 1935. Et
et on vous présente tout le contexte. Et je crois que donc il y a également donc une association, hein, donc enfin une association, un groupe, les Storm Chasers, qui est là évidemment pour veiller à la bonne marche et à éviter que les méchants, les vilains, on va dire, qui veulent dominer le monde, n'essayent justement d'ourdir et de réaliser leur plan. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas de scénario, mais bon, il y a largement de quoi. Hein. Il y a des idées, il y a des conseils, il y a des règles additionnelles aussi donc sur les arts martiaux, puisque c'est très. Voilà, on combat évidemment contre des grands méchants qui sont des asiatiques, un peu à la Fu Manchu. Et on est vraiment là-dedans, hein, dans cette. Voilà, on combat sûrement aussi des nazis, hein, parce que sinon, s'il n'y avait pas de nazis, ça serait pas intéressant. Alors, il n'y en a pas nommément, mais bon, techniquement, c'est des survivants de la Grande Guerre qui vont le devenir probablement. Donc, on est quand même un petit peu là-dedans. Voilà, donc, mais c'est cet esprit-là, et je trouve que voilà, c'est l'esprit dans lequel le jeu est donc c'est en tout cas orienté pour ce premier supplément. L'ennui, bah, voilà, c'est que juste après ce supplément-là, donc écran plus Storm Chaser, il n'y a rien eu depuis. Donc le Storm Chaser, c'était déjà sorti assez tard hein, par rapport au livre de base. C'était quelle année Storm Chaser C'est toujours un grand drame de retrouver une date sur ces bouquins. Bon, ça a dû sortir, je crois, 2 ans après. Hein, ça doit être probablement 2013, si je ne m'abuse. Voilà, à peu près. Par contre, donc comme je le disais, si ce système tel que je vous l'ai décrit, sachant que tout ce que je vous ai montré là est encore disponible, c'est-à-dire les cartes de destinée, les cartes de péripéties et compagnie, tout est encore disponible normalement sur le site du Grumpf. Il suffit juste d'aller sur le terrier et de chercher un petit peu et vous verrez que voilà. Donc vous avez tout le système qui vous est décrit, voilà, avec c'est les mêmes. C'est le même, hein, c'est les mêmes, exactement les mêmes. Il n'y a pas eu de modification au niveau des caractéristiques. Donc on a toujours le système donc, de points d'héroïsme qui permet donc voilà, de relancer des jets de dés, de créer un aspect pour mettre un rebondissement, on va dire, dans la narration. On peut même corrompre le MJ. Ça fait partie, on va dire, des. Voilà. Faire ce qu'on appelle le backshish, donc on dépense des points d'héroïsme. Moi, je me laissais corrompre pas seulement avec des points d'héroïsme. Hein. Si on me ramenait, on va dire, des granolas, des bonbons, je pouvais aisément me faire. C'est dans les règles, hein, donc j'adore me laisser corrompre. Ça fait partie du. Voilà. Et Shkumun aussi, on peut accepter, comment dire, de vivre, en fait, on va dire, un mauvais moment, en fait, pour justement gagner des points d'héroïsme qui vont après être dépensés pour faire quelque chose. Donc on peut supporter, je sais pas moi, de casser un objet, de se faire humilier en public, de rater une action où on va être ridicule, et donc ça va nous permettre d'avoir évidemment un avantage plus tard. Voilà, donc tout ça c'est repris. On est vraiment en plus dans voilà, dans cet esprit. Donc vous voyez, en plus avec des petits moments de BD, parce que le Grumpf aime beaucoup les BD, avec des dialogues qui sont assez savoureux. Alors, hirondelle d'été, prête à te faire laquer le palanquin céleste, même pas peur. Voilà, vous en jugerez par vous-même. Je trouve ça très, très cocasse de se faire laquer le palanquin céleste. Voilà. Donc vraiment cet esprit un peu vraiment aventure, pulp, un peu on va dire on est entre Tintin, Black et Mortimer, on est là-dedans quoi, vraiment. C'est plus d'ailleurs Black et Mortimer, hein, mais bon on est dans cet esprit BD franco-belge d'aventure des années 50-60. C'est vraiment ça. Et ça, pour 10€, vous avez le système que je vous ai décrit, et vous pouvez rajouter très aisément les musards. Il y a le système de magie qui est décrit également. Et voilà. Et tout ça, ça tient en 60, un peu plus de 60 pages. Et c'est disponible sur Lulu. Et moi, je l'ai eu sur Philbert. Ils en ont quelques exemplaires, je ne sais pas s'ils les ont encore. Mais vous en jugerez. Voilà, donc ça c'était pour ma revue des 1000 marches. Ça faisait longtemps que je voulais trouver un moment pour pouvoir le faire. Je profite, on va dire, de cette semaine pour justement vous en parler et essayer de vous donner justement l'envie de mettre le pied à l'étrier dans ce système de jeu qui permet vraiment de jouer voilà, des aventures héroïques à sa juste mesure.
Et on va voir justement dans la prochaine vidéo à quel point ce système au départ permettait justement de jouer des aventures héroïques, mais là dans un autre contexte qui est celui de la Sword and Sorcery avec Barbarian of Lemuria. Voilà, donc je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires, de relayer la vidéo si ça vous a plu. Si il y a des choses que vous pensez que je pourrais améliorer, si ce n'est les conditions techniques, parce que ça je vous ai déjà dit, je ne peux pas le faire, voilà, ma caméra fait des horreurs, je ne peux pas filmer, on va dire, avec plus de lumière, sinon je décède, donc voilà, le son, j'ai fait ce que j'ai pu, mais normalement il est optimal, voilà, pourtant j'ai du matos tout à fait correct, mais je suis d'une quiche en technique, donc voilà, je peux quand même améliorer certaines choses, mais pour l'instant pas ça, à moins d'avoir, on va dire, à domicile un expert dans tout ce genre de techniques, et malheureusement je ne les ai pas, voilà, donc cette caméra qui fait tout le temps des focus, je le sais très bien, hein, je suis au courant, hein. Je ne sais pas pourquoi elle le fait, alors que en temps normal, quand j'utilise pas OBS, bah, elle le fait pas. Voilà, donc OBS full bazar, et je ne peux rien y faire. J'en suis désolé. Donc, à bientôt. Suivez la vidéo qui est vraiment juste sa suite directe, hein, sur Barbarian of Lemuria, qui est vraiment en plus une gamme, vous allez le voir, excellente pour faire du Sword and Sorcery. Et je vous dis donc à bientôt. Salut, salut!